Construire la CEPAC n'a pas été un long fleuve tranquille. Les années ont été ponctuées de nombreux défis pour les équipes, notamment la cession d'établissements ainsi que l'intégration et le développement important des réseaux, la gestion de la croissance et plus récemment, la crise de la pandémie, la rareté de la main-d'œuvre et les événements liés au changement climatique. Forte de la mobilisation d'équipiers, d'équipières et de gestionnaires très dévoués, l'organisation a su être résiliente et s'adapter. On accomplissait un mandat difficile, mais avec un certain succès. Mais ce succès-là, il était teinté de toutes sortes d'éléments négatifs, notamment dû à l'acceptation du milieu, etc. Ça a fait en sorte qu'à un moment donné, les employés sont venus un petit peu démotivés à cause de ce climat-là négatif qui régnait. Et ça a amené à la vente du Mont-Saint-Anne en 1994. Le Mont-Saint-Anne, c'était un petit peu la vache à lait de la société. Je pense qu'il y avait 12 ou 13 millions de chiffres d'affaires. Le reste, c'était des peanuts. La CEPAC s'est retrouvée avec peu d'établissements, un très petit chiffre d'affaires et très vulnérable quant à sa survie. Ça nous a ramené à peu près à 400 employés, ce qui diminuait considérablement le réseau. Mon rôle, c'était de rencontrer le personnel, d'expliquer ce qui leur arrivait, qu'ils quittaient l'organisation vers une autre organisation, et qu'est-ce qui leur arrivait à eux dans leurs conditions de travail. On a quitté donc des gens qu'on a aimés. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Le Mont-Saint-Anne, ça a été particulièrement un gros dossier, si je peux utiliser cette expression-là, mais un gros morceau. En 1994, des nuages gris planaient au-dessus de l'organisation. L'arrivée des réserves phoniques en 1995 a permis à la CEPAC de démontrer ses capacités de gestion. La réserve phonique des Laurentides nous avait été transférée en 1987 avec un déficit majeur. On avait réussi quand même à la rentabiliser. Et fort de ça, le Conseil du Trésor, quand il a demandé encore des restrictions budgétaires au ministère, une des solutions, c'était de prendre le réseau des réserves phoniques, qui était lourdement déficitaire, de transférer ça à la CEPAC et de faire en sorte qu'on puisse finir par trouver la rentabilité de l'ensemble du réseau. Il y avait vraiment des discussions à l'époque au gouvernement pour faire disparaître la CEPAC puis la démembrer. Il fallait absolument se sortir la tête de l'eau, faire nos preuves. Il fallait qu'on démontre à l'État qu'on était capable de gérer ça. En 1995, quand on nous a donné l'ensemble des réserves phoniques, il fallait arriver à un équilibre à l'intérieur de 3 ans. Je connais des gens qui avaient parié qu'on ne réussirait pas. On a rajouté de l'offre, on a joué sur les tarifs et on a fait de la promotion. C'est le virage marketing de la CEPAC qui s'est commencé là. Ce virage-là, de mettre le client au centre, puis de dire qu'on existe. Toute l'équipe qui avait en arrière de ça, que ce soit moi, Pierre Pitt, Jean-Charles Morin, qui étaient les 3 coordonnateurs de l'époque, on y croyait. Quand tu crois à quelque chose, tu arrives à tes fins. Puis graduellement, ça a pris, je pense, 2 ans. Au bout de 2 ans, on avait atteint la rentabilité. Ça a changé la culture de l'organisation. Et après ça a changé nos relations avec les gens du milieu, avec les gens des fédérations nationales aussi. On n'était pas toujours bienvenus au départ, puis on a bâti des liens, des partenariats avec eux autres. Le regard du gouvernement sur la CEPAC s'est mis à changer. Quand la CEPAC perdait des sous, année après année, dans des états financiers que le gouvernement met tout ensemble, qu'on dit consolidés, t'es un problème. Et quand tu te sors la tête de l'eau, t'es plus un problème. Mais si t'es pas un problème, peut-être que tu peux être une solution. Ce qu'on est devenu, on est devenu un outil, un vecteur de développement régional puis de mise en valeur des régions. On a réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Et ça a redonné une crédibilité et financière et de capacité à la CEPAC. On a rationalisé. Puis à un moment donné, on a pu être capable de développer d'autres produits ou d'améliorer l'offre de service avec les produits déjà existants. On a pu augmenter le nombre d'individus qui y travaillaient. Si on avait manqué notre coup, il n'y aurait plus de CEPAC aujourd'hui. Ça, c'est officiel. L'intégration réussie des réserves phoniques a tracé la voie à l'arrivée du Réseau des parcs québécois en 1999. L'arrivée du Réseau des parcs, ça a sauvé la CEPAC. Les gens du milieu sont mis à nous faire confiance. Puis c'est grâce aux premières années du transfert des réserves phoniques, si on avait ces appuis-là. Il y avait une vision, je pense, en arrière de tout ça, une intention qui était noble,
qu'on puisse faire quelque chose de plus grand, qu'on aurait les moyens de nos ambitions. Puis ça, bien, ça a créé par la suite, puis on s'est investi tout le monde pour créer, dans le fond, à l'intérieur de la CEPAC, cet élément-là, puis en collaboration avec nos collègues aussi des réserves, qui avaient déjà eu l'expérience depuis 1995. Puis ça c'est là que je pense que la magie s'est créée. La roue a commencé à tourner de l'autre sens, qui a amené le transfert des parcs, qui a amené le transfert de Duchesne, qui a amené, etc., le développement qu'on a connu dans l'ensemble des établissements. Et en 99, c'est les parcs qui arrivent, avec une autre mentalité, des valeurs différentes, mais une valeur était commune à tous les deux, c'est la fierté du produit. C'est un beau défi, entre autres. Puis on est parti vraiment de zéro. J'ai été le premier employé de la CEPAC dans les parcs, en passant. Seul pendant 3 mois. Il y avait rien, là. J'ai fait le tour des établissements, encore une fois, pour convaincre les employés de transférer à la CEPAC, parce que c'était des employés syndiqués, il y avait un droit de transfert ou de demeurer au ministère. La bonne majorité, je pense, on fait le pas. Il y en a certains qui n'ont pas osé le faire. Il y avait une crainte, c'est évident à ce moment-là. Là, les gens ont bien vu, après 1 an, 2 ans, 3 ans, à quel rythme ça commençait à prendre forme. Mais surtout, quand on a commencé à recruter des équipes de gestion dans chacun des parcs, parler à ces gens-là de façon plus concrète. Il fallait mettre en place une structure financière qui permettait l'atteinte de l'objectif du gouvernement au niveau de l'autofinancement. Un des éléments qui nous a permis de faire accepter la tarification d'accès par l'ensemble des gens ou par l'ensemble des milieux régionaux, c'est le fait qu'on a démontré que quand la personne dépensait son droit d'accès, l'argent s'en allait pas dans le fonds consolidé du gouvernement. L'argent restait dans le parc et était réinvesti pour l'amélioration des services. Cet élément-là nous a donné la marge de manœuvre pour faire les autres étapes de notre plan. Et les autres étapes, c'était d'investir massivement dans la mission du territoire. Donc, dans la conservation, dans l'éducation, on a engagé, à partir de ce moment-là, des équipes qui sont devenues les équipes de naturalistes, les gardes-parcs, les patrouilleurs, les techniciens. On a développé des nouveaux programmes éducatifs à l'intérieur des territoires. Mais avant d'avoir le contrôle sur les ressources financières, on ne pouvait pas faire ça. Cette cohérence-là nous a permis d'atteindre un autre de nos objectifs, qui était, on voulait être les meilleurs. La vision que Raymond Desjardins a eue, c'est de tout nous intégrer dans une seule organisation. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça n'a pas été juste d'intégrer les employés du ministère qui passaient à la CEPAC, mais également les concessionnaires. On est tous devenus d'une même équipe. Raymond, ce qu'il nous avait dit, on va faire un véritable réseau de parcs de calibre international. Il nous a amenés ailleurs, il nous a donné l'espoir que c'était possible. En 2001, après avoir structuré le réseau des parcs sous le vocable Parc Québec, l'équipe a fait des démarches pour qu'ils obtiennent le statut de nationaux. Si on veut être les meilleurs, puis si on veut qu'on devienne des produits d'appel, puis tout ça, bien, il faut que le statut du territoire nous permette d'accentuer sa notoriété. Et en accentuant sa notoriété, ça nous permet de le mettre en marché à une autre échelle. Donc, il fallait que le statut de parc provincial passe vers le statut de parc national. On a convaincu le gouvernement de modifier la loi sur les parcs et surtout de convaincre le gouvernement que cette dénomination-là, parc national, n'avait aucune connotation politique. Alors, en créant des parcs nationaux, on se créait l'obligation, une nouvelle obligation, de respecter les critères d'une aire protégée de catégorie 2 à l'échelle internationale. On a une responsabilité qui va bien plus loin que seulement opérer nos sites. On a une responsabilité dans la société de pouvoir faire rayonner nos clientèles, la mission de conservation, puis de le faire avec les milieux régionaux. Donc, depuis plusieurs années, on est déjà inscrit dans les principes du développement durable. C'est ça qui est extraordinaire à travers le temps. La nature, c'est extrêmement important de la protéger, de la préserver. Mais je pense que c'est tout aussi important de faire en sorte qu'on permette à des gens d'y accéder, d'y séjourner, d'y vivre des expériences. Les notions d'éducation dans les parcs pouvaient se construire à ce moment-là. Rappelons-nous qu'il y avait des parcs de récréation puis des parcs de conservation. Puis les gens n'ont jamais fait la différence dans aucun des cas. Nous, on a fait fi de ça. C'est devenu tous des parcs de conservation pour dire, oui, il y a un territoire à protéger, on va vous le mentionner, on va vous le dire, on va vous dire pourquoi, puis
avec la base de fréquentation qu'on avait, on était capable de structurer des activités éducatives qui se tenaient debout. Puis je pense que les gens ont très bien compris ça, puis c'est devenu les meilleurs défenseurs de tout ce que peut être la CEPAC maintenant dans les parcs. C'est le client lui-même. Plus il y a de gens qui sont sensibilisés, plus on a permis à des gens d'accéder à cette nature-là, de prendre conscience de toute sa fragilité. Ces gens-là deviennent ensuite des ambassadeurs qui vont faire des pressions sur leurs députés, sur leur gouvernement, sur les différents paliers d'autorité pour créer de nouvelles aires protégées, pour créer des espaces qui vont permettre la protection permanente de cette nature-là. Moi, je crois que l'accès à la nature, l'accès contrôlé, l'accès bien fait, l'accès bien réfléchi, devient un des meilleurs moyens pour assurer la protection à long terme de cette ressource-là. Je veux insister sur l'importance de l'équilibre entre la conservation et l'accessibilité. Puis ça, c'est pas une science qui est exacte. Quand on pose un geste d'accessibilité, il faut toujours penser à la conservation. Je donne un exemple concret. On avait une île au Parc national du Mont-Tremblant qui était très fréquentée en canot, parce que c'est le fun de se rendre en canot sur une île déserte ou presque, mais c'était un site de nidification des huards. Et le taux de natalité avait énormément baissé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est d'avoir le courage de dire, pendant la période de nidification, il n'y aura pas d'accès à l'île. Puis là, on est allé une petite affaire plus loin avec les gardes de parc naturalistes. On a mis des clients venir comprendre quel était le cycle de reproduction du huard, comment tout ça se passait, pourquoi c'est important de conserver. Puis on a fait une activité tarifée qui servait à la protection par la suite du huard. Donc cet équilibre-là, il faut le gérer dans des gestes très, très concrets et quotidiens. Bien, si on parle d'éducation puis de conservation, bon, évidemment, on pense tout de suite au réseau des parcs. Hein? Bon, c'est leur mission première, puis évidemment, ils sont super bons là-dedans. Et quand on essaie de ramener ça au milieu touristique, bon, tu dis, ben là, peut-être qu'on n'a peut-être pas besoin de le faire. Peut-être. Dans certains établissements, c'est peut-être le cas, effectivement. Par contre, il y en a d'autres, dans les centres touristiques, qui ont déjà une mission d'éducation et de conservation. Évidemment, l'aquarium, où on est ici aujourd'hui, bien, ça, c'est sûr qu'on a une mission d'éducation et de conservation. Donc, on a fait plein de choses. On avait une équipe de recherche. On faisait des recherches vraiment appliquées. On fait découvrir des types de poissons, des types d'animaux à des gens qui n'auraient jamais vu s'ils n'étaient pas passés à l'aquarium. Mais après ça, on peut fouiller un peu plus loin. Du Chênay, ça a-tu une mission d'éducation et de conservation? Ben oui. Ben oui. On fait de la coupe forestière. Hein? On travaille avec l'école, la scierie. On fait des expériences. On a des forêts anciennes à du Chênay. On met ça de l'avant. On a des activités d'interprétation. L'humain est très important à la CEPAC, autant celui qui y travaille que celui qui visite nos établissements. C'est pourquoi prendre soin de notre clientèle et être à son écoute a rapidement été une priorité. Il faut absolument qu'on se donne un moyen de s'assurer que le personnel comprend bien la dimension de l'approche client. Qu'est-ce que c'est? Face à ça, je me mets à regarder un peu partout ce qui existe. Et en 1999, j'ai donc proposé au comité de direction de la CEPAC de dire, écoutez, il y a un programme qui existe, qui est élaboré par le Conseil québécois en ressources humaines du tourisme. C'est un programme qui est fait par et pour l'industrie touristique. Ce programme-là existe, mais il est donné généralement à l'entreprise, à du personnel d'accueil. J'ai proposé que cette formation-là soit donnée, mais à tout le personnel de la société, du PDG à l'ouvrier sur le terrain. Alors, le PDG, il suivait la même formation Client Plus, qui était la formation dans laquelle on avait établi le standard de qualité de service qu'on voulait offrir. On va établir ce standard-là et graduellement, on va s'assurer que ça percole dans tous les parcs. Ce qui veut dire qu'un client qui arrive à l'intérieur du parc de la Gaspésie, il va avoir une expérience totalement différente que s'il va au parc du Morford. Mais la qualité de service, le standard de qualité, le type de produit auquel il a accès, la tarification, l'ensemble de ces éléments-là, il va avoir une fonction réseau. Les employés de terrain nous reçoivent comme si c'était des membres de leur famille, quand ils savent, par exemple, qu'on vient du siège social. Et c'est la même chose par rapport aux clients. Quand ils les reçoivent, c'est comme si c'était un membre de leur famille. Donc, ils sont dévoués, ils essaient de leur faire vivre des expériences, leur montrer la bonne mouche, le bon sentier pour eux, vont parler aux enfants. Donc, il y a cette proximité-là de vouloir offrir quelque chose de généreux, en plus du territoire, puis la particularité du territoire. Et c'est ce qui me fascine. Et quand je viens un peu blasée de mon travail,
Un petit coup de terrain, il n'y a rien de mieux que pour te rappeler pourquoi tu travailles pour la CEPAC et tout comment ça peut nous énergiser. Et on est très chanceux d'avoir des employés aussi axés sur les clients. Et cette cohérence-là nous a permis de mettre en place un niveau de service à la clientèle et surtout des standards de qualité qui nous a permis de développer un véritable réseau. Et la clé dans tout ça pour développer le réseau, c'est si tu as une cohérence à l'intérieur d'un parc, cette cohérence-là, on l'établit à l'ensemble des parcs, on travaille à partir des mêmes standards. À partir de ce moment-là, plus on développe des nouveaux produits, on va aller chercher des nouveaux revenus, on va aller chercher des nouveaux clients. Un coup qu'on a tout fait ça, bien, les parcs peuvent devenir des produits d'appel touristique pour le Québec à l'étranger. Ce que j'appelle aujourd'hui la richesse humaine, c'est avec eux qu'on crée la magie, en fait, avec la clientèle, qui permettent aussi de conserver les territoires, de s'assurer que tout ça se passe, d'avoir amené dans tous les réseaux la gratuité pour les enfants de moins de 17 ans, d'avoir les équipements gratuits, d'avoir une stratégie d'accueil où on a eu des petits escaliers pour que l'enfant se sente comme un client, puisse parler à l'employé. On a même formé comment accueillir puis se mettre au niveau de cette clientèle-là d'avenir. Là, je pense qu'on réussit quelque chose de grand. Puis c'est ça que le fait qu'on soit dans une seule et même grande famille, on a pu le faire pour les réserves phoniques, pour des centres touristiques, mais également des parcs nationaux. Et ça, dans des initiatives transversales, ça nous donne une force qui est incroyable, puis également une force de commercialisation aussi diversifiée qui est assez unique. Ce qui fait que la CEPAC est la plus grande entreprise touristique du Québec. Pour refaire un peu la petite histoire de Safari Anticosti, c'est une pourvoirie privée qui est exploitée par M. Dutil. C'est dans la partie est de l'île Anticosti. On s'était fait dire que le propriétaire voulait vendre une grande partie de sa pourvoirie. Nous, la CEPAC, on avait vraiment un intérêt. Quand j'ai su que le vendeur voulait aussi beaucoup vendre à la CEPAC pour garder un tout homogène sur l'île Anticosti, j'ai mandaté mes équipes pour aller évaluer le potentiel de la zone à acquérir, le potentiel aussi de chevreuil. Est-ce qu'on peut avoir un plan de match de vente qui va, selon le modèle CEPAC, là, qui va être cohérent avec la zone à acquérir? J'ai demandé aussi à mes gens d'aller évaluer les bâtiments, parce qu'on parlait de bâtiments importants sur la zone à acquérir. Tout ça a été fait dans un espace de temps relativement rapide, parce qu'on ne voulait pas se faire couper l'herbe sous le pied. Puis, en parallèle, j'avais entrepris des discussions avec mon ministre, avec le cabinet, pour leur expliquer, dans le fond, le potentiel d'unifier la Safari avec CEPAC Anticosti, puis le potentiel aussi pour les chasseurs québécois, puis pour la conservation, dans le contexte aussi que le patrimoine de l'UNESCO s'en venait, puis garder le gouvernement opérateur de la plus grande superficie possible à Anticosti.